Bonjour à tous! Suite à ma vidéo sur le réveil de la Force, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me reprochaient d'avoir été un peu trop conciliant avec Rian Johnson et son épisode 8, qui fut probablement le Star Wars le plus contesté de sa génération. Et effectivement, je reste toujours convaincu que Rian Johnson a eu de bien meilleures idées que J.J. Abrams, et qu'il a globalement mieux compris le concept de la Force comparé à son prédécesseur. Du coup, quand j'ai visionné The Last Jedi pour la première fois, j'avais très sincèrement envie d'aimer ce film. Mais le problème c'est que... Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette merde? Si ma première vidéo sur l'épisode 7 fut particulièrement bien reçue dans l'ensemble, et je vous en remercie d'ailleurs, cette fois-ci, la tâche risque d'être beaucoup plus ardue pour moi. Car s'il est clair que le réveil de la Force n'avait pas fait l'unanimité lors de sa sortie, c'était finalement que dalle comparé aux réactions des fans face à The Last Jedi, qui restera gravé dans l'histoire comme étant le film qui aura définitivement morcelé le fandom à coups de marteau-pilon. Et de mon côté, eh bien, mon avis était un peu plus nuancé. Bon, soyons clairs dès le départ, globalement, je n'aime pas beaucoup ce film. Et j'ai toujours beaucoup de mal à retrouver les sensations d'un véritable Star Wars lorsque je suis face à une production Disney. En revanche, j'ai longtemps eu l'impression que beaucoup de fans s'étaient soudainement mis à le détester pour de mauvaises raisons. Et personnellement, je ne pouvais pas m'empêcher de voir en ce film la vision d'un réalisateur qui aura osé s'opposer directement à l'épisode de J.J. Abrams. Et vous le savez, n'ayant pas particulièrement apprécié l'épisode 7, je dois dire que cet aspect m'a pas mal séduit, du moins au début. Et c'est bien ce sujet que je vais tenter d'aborder tout au long de cette vidéo. Mais avant de rentrer directement dans le vif du sujet, quelques petites précisions s'imposent. D'abord, durant toute la vidéo, je vais utiliser le titre anglais du film, à savoir The Last Jedi, car Rian Johnson lui-même a désapprouvé l'utilisation du pluriel qui a pourtant été choisi pour l'adaptation française du titre. Et puis franchement, quand on voit le film, le singulier semble tout de suite plus évident. Je tiens également à féliciter les quelques fans de la postlogie qui auraient eu le courage de lancer cette vidéo et qui, je l'espère, la regarderont jusqu'au bout. Car si je compte commencer par aborder tout ce qui m'a déplu dans ce film, parce que soyons honnêtes, vous êtes tous là pour ça, je terminerai malgré tout par aborder tous les aspects positifs qui ont parfois été injustement critiqués. Du coup, même si vous êtes un fan de la postlogie, je suis sûr que vous vous retrouverez dans certaines nuances de mon opinion. Bon, maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer. Comme je l'ai dit plus tôt, et vous le savez probablement si vous avez regardé ma vidéo sur l'épisode 7, je n'ai clairement pas apprécié le réveil de la Force, qui à mon sens n'a été qu'une copie relativement flemmarde de l'épisode 4, en plus d'apporter des éléments incohérents avec le reste de la saga. Néanmoins, à l'époque de sa sortie, je gardais quand même espoir pour la suite. En effet, Disney ayant décidé que chaque épisode allait se voir attribuer un réalisateur différent, on pouvait légitimement se dire que Rian Johnson, l'homme qui avait été désigné pour mettre en œuvre le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie, allait pouvoir rattraper les erreurs faites par son prédécesseur, et nous proposer sa propre vision de l'histoire. Et si ça n'a hélas pas suffi à faire un bon Star Wars, c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. En effet, lorsque l'on regarde l'épisode 8 en ayant toujours l'épisode 7 en tête, quelque chose semble immédiatement nous sauter aux yeux. Les deux films se répondent directement, et Rian Johnson tente constamment de corriger les erreurs de J.J. Abrams. Alors je sais que certains fans de la postlogie refusent encore de l'admettre, mais sérieusement... Dans l'épisode 7, J.J. Abrams iconisait énormément le sabre laser des Skywalker, au point de lui faire choisir son maître comme si c'était une baguette magique d'Harry Potter. Dans l'épisode 8, Luke le balance lorsque Rey le lui tend en symbole d'espoir, et plus tard dans le film, il se fera carrément briser en deux. Vous vous souvenez quand je disais que le casque de Kylo Ren ne servait à rien dans l'épisode 7 ? Eh bien dans l'épisode 8, Kylo Ren décide de le détruire dès le début du film. Dans l'épisode 7, Rey utilise la force comme un super pouvoir qu'elle aurait acquis de manière divine. Dans l'épisode 8, Luke lui explique clairement que ce n'est pas un super pouvoir. La force n'est pas un pouvoir qu'on acquiert. Il ne s'agit pas de soulever des rochers. Dans l'épisode 7, les visions de Rey et le sabre qu'il aurait soi-disant choisi nous laissaient clairement entrevoir une origine particulière la concernant, très probablement liée à la famille Skywalker. Dans l'épisode 8, Rey n'est finalement la fille de personne. Et enfin, plus globalement, l'épisode 7 était un film nostalgique et prévisible, puisque le scénario était déjà connu des fans, tandis que l'épisode 8 ne cesse de répéter qu'il faut oublier le passé, et passe son temps à tenter de surprendre le spectateur, spécifiquement concernant les éléments apportés par le film précédent. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, certains personnages du film reprennent même explicitement les critiques faites par les fans envers l'épisode 7.
Tu as été battu, déstabilisé par une fille qui n'avait jamais tenu un sabre en main. Sérieusement, comment ne pas voir ici une opposition frontale envers le film de J.J. Abrams? Le fait que Kylo se soit fait battre par un personnage venant de nulle part, n'ayant jamais tenu un sabre entre les mains, c'est littéralement l'une des critiques les plus récurrentes concernant l'épisode 7. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, lorsque Disney refait appel à J.J. Abrams pour réaliser l'épisode 9, décidant donc d'abandonner définitivement toute cohérence au sein de cette trilogie, devinez ce que fait ce bon vieux J.J.? Eh bien oui, il reconstruit ce que Rian Johnson a précédemment détruit. Genre littéralement. Dans l'épisode 8, Luke balance le sabre que lui donne Rey. Dans l'épisode 9, il le rattrape lorsque c'est Rey qui le balance. Rian Johnson avait brisé le sabre des Skywalker dans l'épisode 8, et hop, le voilà réparé dans l'épisode 9. Kylo avait détruit son masque inutile dans l'épisode 8, et Vlatipak dans l'épisode 9, il décide de le reconstruire sans aucune raison. Dans l'épisode 8, Kylo Ren apprend à Rey qu'elle n'est personne, et puis finalement dans l'épisode 9, bah c'est une Palpatine. Et le pire, c'est que malgré toutes ces preuves criantes de vérité, il y a encore des gens pour te dire que la postlogie est cohérente et que J.J. Abrams et Rian Johnson ne cherchent pas du tout à se contredire. En fait, je crois que c'est ça le plus frustrant, c'est qu'il y a encore énormément de fans qui affirment que cette trilogie, ou en tout cas au moins les épisodes 7 et 8, ne se contredisent pas du tout et sont en réalité parfaitement cohérents entre eux. Alors que vraiment, tout le monde a remarqué cette opposition évidente. Pour vous dire à quel point c'est ridicule, même la monteuse de J.J. Abrams admet de ses propres dires que l'épisode 8 défait consciemment l'histoire du premier. Je veux dire, libre à vous d'aimer ces films, mais il y a bien un moment où il va falloir admettre l'évidence que seuls les fans de la postlogie cherchent encore à nier. Non, parce qu'en plus c'était quelque chose d'assez prévisible, voire même d'inévitable. Bah oui, à partir du moment où tu décides d'engager un gars différent pour chaque film, forcément tu prends le risque de te retrouver avec 3 films bien trop contradictoires et inconsistants. En fait, j'ai envie de comparer ça à la saga Harry Potter au cinéma. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les 2 premiers films Harry Potter ont été réalisés par Chris Columbus, qui, à partir de cette célèbre franchise littéraire, a accouché de 2 films globalement plutôt enfantins, lumineux et colorés. Or, arrivé au 3e volet, c'est Alfonso Cuarón qui a pris la relève, et à partir de là, le style visuel s'est vu radicalement changer. D'un seul coup, on s'est retrouvé avec une ambiance plus sombre, une colorimétrie plus grisâtre, et un ton globalement plus sérieux. Certains personnages ont même carrément changé d'apparence entre 2 opus. Ce changement radical au cours de la saga qui aurait pu en dérouter plus d'un, s'explique en fait très simplement. Chris Columbus et Alfonso Cuarón sont 2 réalisateurs qui ont chacun leur propre vision de l'univers d'Harry Potter. Et effectivement, lorsque l'on jette un œil à la filmographie de Chris Columbus, on se rend très vite compte qu'il a principalement travaillé sur des films pour enfants, à l'inverse d'Alfonso Cuarón, qui, pour le coup, a surtout fait des films, disons, beaucoup moins pour enfants. Mais la différence fondamentale entre Star Wars et Harry Potter, c'est que dans le cas du jeune sorcier, la quasi-totalité de l'histoire était déjà écrite à l'avance. Les 2 visions radicalement opposées des 2 réalisateurs n'ont donc pas pu générer d'incohérences scénaristiques, et leur différence de style s'est surtout ressentie à travers l'esthétique, et bien sûr certains choix de réalisation. Or, dans le cas de la trilogie Star Wars de Disney, absolument rien n'avait été prévu à l'avance. Mais vraiment rien du tout. Et pour les 2 ou 3 qui en douteraient encore, je vous invite à vous renseigner sur les méthodes de travail de J.J. Abrams, ou à aller lire le script de l'épisode 9 initialement écrit par Colin Trevorrow, avant qu'il se fasse dégager par Disney. Alors non, rien n'avait été planifié, et c'est bien là tout le problème. 2 réalisateurs différents avec 2 visions différentes d'un même univers, mais aucun plan prévu à l'avance, aucune trame scénaristique à suivre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une trilogie qui passe son temps à se contredire d'un film à l'autre. Et comme je vois d'ici venir les arguments du genre « oui mais c'était pareil à l'époque de la trilogie originale », laissez-moi vous expliquer en quoi ce n'est absolument pas comparable, en plus d'être partiellement faux. Faisons un petit tour dans le passé, à l'époque du tout premier Star Wars. Si vous n'avez jamais regardé l'un des nombreux documentaires retraçant la genèse du premier film de cette saga unique, sachez qu'à l'époque, lorsque George Lucas décide de lancer son projet fou de space opéra sur grand écran, absolument personne n'y croit, à tel point qu'il est obligé de se battre pour trouver un studio qui accepte de le produire, mais également pour obtenir le budget nécessaire afin de réaliser un film qui correspondra au mieux à sa vision. Et pendant qu'il endurera un tournage catastrophique, absolument tout le monde autour de lui le démoralisera en lui répétant sans cesse que son film ne marchera jamais. C'est pour ça que le premier Star Wars se suffit à lui-même et se termine avec cette fameuse scène finale qui semble parfaitement conclure l'histoire. Parce qu'avant ce succès inespéré, il était tout simplement impossible d'envisager de faire une suite. À l'inverse de Disney, grosse multinationale ultra friquée, qui au moment du rachat de la franchise, était en mesure d'afficher fièrement un planning avec toutes les dates des prochains Star Wars, alors même qu'ils n'avaient pas encore la moindre idée de ce qu'ils allaient raconter dans ces films.
Et au sujet des épisodes 5 et 6, me direz-vous? Eh bien il est vrai que sur l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, ce sont cette fois-ci deux réalisateurs différents qui ont été engagés. Et certains pourraient également reprocher à ces films quelques incohérences qui pourraient laisser entendre que rien n'était prévu, comme la fameuse pirouette que fait Obi-Wan lorsqu'il doit expliquer pourquoi il a dit à Luke que Vador avait tué son père. Ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Ou le baiser entre Luke et Leia, alors que l'on apprend dans le dernier volet qu'ils sont en réalité frères et sœurs. Alors effectivement, c'est vrai, certaines choses ont dû être réadaptées au fur et à mesure lors de la réalisation de la trilogie originale. Mais ça ne veut pas dire pour autant que rien n'était prévu à l'avance. En réalité, dès le tout premier Star Wars, Lucas savait qu'il voulait en faire une trilogie. Car même si rien ne semblait lui indiquer le succès de son premier épisode, c'était quand même bel et bien son but à la base. C'est pour ça qu'il a planté quelques graines dans le premier film, dont il a pu se resservir dans les suites. Par exemple, on ne voit pas Vador mourir à la fin du premier Star Wars, afin qu'il puisse revenir dans l'épisode d'après. Également, Jabba le Hutt est mentionné là encore dès le tout premier film, alors qu'il n'apparaîtra que dans l'épisode 6. Une scène avait même été tournée avec un acteur réel dans le rôle de Jabba, à l'époque où son apparence n'était pas encore définitive. C'est d'ailleurs cette séquence qui sera réutilisée par ILM lorsque Lucas décida de retravailler ses films en y ajoutant des effets spéciaux modernes. Alors oui, George Lucas avait déjà plus ou moins tout planifié à l'avance, en tout cas dans les grandes lignes. Il dira lui-même qu'il avait déjà prévu de faire de Vador le père de Luke, même si cette affirmation a souvent été contestée, donc officiellement on sait pas trop, mais en revanche ce qui est certain, c'est que Luke devait bel et bien avoir une sœur, et ce, dès la production de l'Empire contre-attaque. Mais au moment de mettre en forme le scénario du Retour de Jedi, il a été décidé de fusionner le personnage de la sœur de Luke avec celui de la princesse Leia, afin de ne pas surcharger le récit avec trop de personnages. C'est ce qui donnera lieu à ce fameux malaise lorsque l'on reverra après coup la scène du baiser entre Luke et Leia dans l'Empire contre-attaque. Mais en réalité, faire fusionner deux personnages pour éviter de trop surcharger l'histoire, c'est un procédé assez répandu lors de l'élaboration d'un scénario. Et c'est d'ailleurs ce qu'aurait dû faire J.J. Abrams et son équipe lors de l'écriture de l'épisode 9. Non parce que, sérieusement, il y a tellement de personnages dans ce film qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Et puis surtout, ces deux-là auraient très clairement pu être une seule et même personne. Mais bref, je vais essayer d'éviter de trop parler de l'épisode 9 parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Bon, et en ce qui concerne le fait que l'épisode 5 et 6 ont été écrits et réalisés par des personnes différentes et non pas par Lucas, là encore quelques précisions s'imposent. Non parce que j'en ai un peu marre de voir cette idée se répandre de plus en plus, comme quoi George Lucas n'aurait finalement rien fait sur l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, et qu'en réalité ses œuvres appartiendraient uniquement à Lawrence Kasdan, Irving Kershner et Richard Marquand, les scénaristes et réalisateurs ayant travaillé sur ces films. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas avait lui-même conscience de ne pas être spécialement un très bon réalisateur, ni un très bon scénariste d'ailleurs. Et c'est vrai, Lucas est surtout très bon pour imaginer des univers, mais il a souvent beaucoup de mal à les mettre en œuvre. C'est pour ça que ces tout premiers scénarios du premier Star Wars étaient tellement confus et incompréhensibles qu'ils ont dû subir de très nombreuses réécritures, notamment par sa femme de l'époque, Marcia Lucas. Et c'est également pour ça que la prélogie, avec ses défauts évidents et certains jeux d'acteurs hasardeux, a été plutôt mal reçue à l'époque. George Lucas est un réalisateur correct, avec un style que certains qualifieraient d'académique, et concernant sa capacité à écrire des scénarios, eh bien, disons qu'il qualifiera lui-même cette activité de véritable torture pour lui, donc autant dire que c'est pas trop sa tasse de thé. Mais comme il a conscience de tout ça, et après le calvaire qu'a été la production du premier Star Wars, il décida d'abord d'engager un scénariste qui puisse l'aider dans cette tâche si ardue, mais également de confier la réalisation des deux autres épisodes de sa trilogie à des personnes bien plus compétentes et légitimes que lui. Côté réalisation, il fera donc appel à Irving Kershner pour s'occuper de l'épisode 5, tandis que l'épisode 6 sera confié à Richard Marquand. Et en ce qui concerne l'élaboration du scénario, c'est Lawrence Kasdan qui mettra en forme les idées de Lucas pour ces deux films. Donc effectivement, les deux derniers épisodes de la trilogie originale n'ont pas été réalisés par Lucas, et il se sera également fait aider à l'écriture par quelqu'un de bien plus compétent que lui dans ce domaine. Mais, et c'est bien là que la nuance est importante, tous ceux qui ont travaillé sur ces films étaient toujours sous la direction de George Lucas. Lawrence Kasdan, Irving Kershner et Richard Marquand étaient ses collaborateurs, pas ses hommes à tout faire. Et c'est bien là la différence fondamentale entre la trilogie originale et la post-logie. Durant toute la production de la première trilogie, George Lucas a toujours tenu ce rôle de chef d'orchestre, et toutes les personnes qu'il a engagées pour travailler avec lui étaient finalement ses musiciens. C'est bel et bien Lucas qui supervisait tous ces films, et qui avait le dernier mot sur toutes les décisions à prendre. À l'inverse de la post-logie, sur laquelle chacun a fait sa propre tambouille de son côté, sans que personne n'ait été nommé pour gérer l'ensemble de tout ce bordel. Alors il y avait bien Kathleen Kennedy, vous me direz, la responsable de Lucasfilm depuis le rachat de Disney, mais elle était juste là pour décider qui dégager et qui garder, mais elle n'avait aucune implication artistique dans les projets qu'elle mettait en place.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on arrête de vouloir réécrire l'histoire en prétendant que George Lucas n'a rien fait sur les épisodes 5 et 6, d'autant que ce qui est très drôle avec ceux qui ont tendance à dire ça, c'est que c'est généralement les mêmes qui vont reprocher à Lucas d'avoir remplacé les Wookiees par des Ewoks dans le Retour du Jedi, ou d'avoir laissé Han Solo en vie alors que tout le monde autour de lui souhaitait qu'il meure. Comme quoi, ils aiment bien minimiser l'importance de Lucas sur les 2 derniers épisodes de la trilogie, mais bizarrement, dès qu'ils ont envie de lui reprocher des choses, ils se rendent soudainement compte qu'il a bel et bien eu un rôle décisif durant la production. Enfin bref, tout ça pour dire que lorsque 2 réalisateurs sont engagés sur une seule et même saga, et que ces 2 réalisateurs ont une vision radicalement opposée l'une de l'autre, forcément, ça finit par se voir. Du coup, lorsque J.J. Abrams est finalement revenu sur l'épisode 9 après le renvoi de Colin Trevorrow, il était évident qu'il allait vouloir de nouveau imposer sa vision de l'univers Star Wars. Parce que non, contrairement à ce qu'osent dire certains fans de la postlogie déçus par ce dernier film, personnellement je ne pense pas que ce soit suite aux réactions négatives des fans envers The Last Jedi que l'épisode 9 semble avoir fait marche arrière par rapport au film de Rian Johnson. En fait, c'est même hyper frustrant de voir ce genre de réaction, alors que ça fait depuis la sortie de l'épisode 8 que tout le monde a capté qu'il allait à l'encontre de l'épisode 7. Alors quand J.J. Abrams est finalement revenu aux commandes sur l'épisode 9, et que, là encore, il semblait entrer en totale contradiction avec le film précédent, ça n'a été que la confirmation de ce que à peu près tout le monde avait déjà compris. Oui, Rian Johnson et J.J. Abrams ont une vision différente et incompatible l'une de l'autre. Du coup, à votre avis, comment ont réagi les fans de la postlogie à la sortie de l'épisode 9 ? Eh bien, ils ont été bien obligés d'admettre que ceux qu'ils qualifiaient jusqu'à présent de haters ou de rageux n'avaient finalement pas tort concernant l'opposition évidente entre les 2 réalisateurs. Non, je déconne. Ils ont préféré rejeter la faute sur ces fameux fans soi-disant rageux, en prétextant que c'est à cause d'eux si J.J. Abrams a fait n'importe quoi sur le dernier film, parce qu'il aurait cherché à satisfaire les fans qui ont râlé sur The Last Jedi. Ah bah oui, c'est tellement plus simple comme ça. Non mais sérieusement, je ne veux pas créer de guerre des clans, et en plus je voulais éviter de parler de l'épisode 9, mais je trouve ça hallucinant de sortir une excuse aussi énorme. Genre quand J.J. Abrams a réussi à vous satisfaire avec l'épisode 7, là il fallait crier au génie, mais lorsqu'il est revenu sur l'épisode 9 en poursuivant le schéma qu'il avait entamé sur son épisode 7, pourtant contradictoire avec le film de Rian Johnson que vous avez tant aimé défendre, alors là par contre non, c'est pas la faute d'Abrams, c'est la faute des fans. Bah oui, c'est tellement plus logique de penser qu'Abrams a accepté de revenir faire le dernier film pour qu'il n'ait au final aucun contrôle sur rien, et décide uniquement de faire plaisir aux fans rageux, ces mêmes fans rageux qui n'ont pas aimé les 2 précédents épisodes, et donc là encore, c'est tellement plus logique de vouloir leur faire plaisir à eux, et pas aux fans qui ont réellement aimé cette trilogie, et en attendaient une conclusion satisfaisante. Alors non, je ne pense pas que Disney ou même J.J. Abrams lui-même ait cherché à satisfaire les fans anti-postlogie sur ce dernier film. Et puis quand bien même ça serait le cas, quel genre de fans ils espéraient satisfaire exactement ? Non parce que personnellement je suis un fan qui n'a pas aimé les épisodes 7 et 8, et pourtant je vous assure que j'ai jamais demandé à ressusciter l'empereur, ou à faire de Rey une Palpatine. Alors ok, j'admets que j'ai eu un doute sur une seule chose, c'est concernant la quasi non-présence du personnage de Rose dans l'épisode 9. C'est vrai que le personnage s'en est hélas tellement pris plein la tronche, que quand on voit à quoi elle a été réduite dans le dernier film, j'avoue que je me suis demandé si ce n'était pas à cause des réactions disproportionnées de certains fans. Mais en fait, même ça j'en suis pas sûr. Bah oui, après tout, qui peut prétendre savoir ce qui a motivé cette décision ? Pourquoi ça ne serait pas tout simplement parce que J.J. Abrams lui-même n'a pas spécialement apprécié le personnage de Rose, qu'il a décidé de la mettre de côté dans son film ? Finalement, on n'en sait juste rien. Alors voilà, j'aimais cette hypothèse, car au final, tout comme celle qui suggère qu'elle a été évincée à cause des fans relous, ça ne se base sur pas grand chose, donc finalement, les 2 possibilités sont tout autant légitimes l'une comme l'autre. Maintenant, à vous de voir celle qui vous paraît la plus crédible. Enfin, pour terminer sur ce sujet et afin que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne dis pas que J.J. Abrams a voulu revenir à son plan initial, puisqu'en réalité, il n'a rien planifié du tout. En effet, lorsqu'il a été engagé pour l'épisode 7, il n'était absolument pas prévu à ce moment-là qu'il revienne pour l'épisode final de la trilogie. Et de toute façon, ses méthodes de travail sont bien connues de tous, J.J. Abrams a toujours préféré démarrer les intrigues, mais ne surtout pas les terminer. Il préfère placer des mystères, mais ne surtout pas les résoudre. Alors oui, c'est très drôle quand on sait qu'il a finalement été rappelé pour conclure la saga, hein. Décidément, Disney, toujours de bonnes idées. Mais du coup, le fait qu'il n'ait rien planifié ne veut pas dire qu'il n'avait pas sa propre vision des choses. Donc à mon sens, lorsqu'il reconstruit le sabre détruit par Rian Johnson, c'est parce que pour lui, c'était un symbole dont il avait besoin et sur lequel il avait déjà pas mal insisté dans son épisode 7. Également, lorsqu'il fait de Rey une Palpatine, ce n'est pas pour faire plaisir aux fans, ni pour revenir à un soi-disant plan initial, puisque l'épisode 7 sous-entendait déjà très clairement que Rey devait avoir des origines importantes, et certains indices semblaient même clairement pointer en direction des Skywalker. Absence de plan initial ne signifie pas absence de vision artistique.
Mais bref, il est temps de refermer cette parenthèse et de revenir à l'épisode 8, parce qu'en fait pour l'instant, j'ai même pas encore parlé du film en lui-même. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'évoquer le fait que lorsque Rian Johnson a tenté de réparer les erreurs de J.J. Abrams, à la base ça m'avait plutôt satisfait. Mais alors, pourquoi ça n'a pas suffi à me faire aimer ce film? Alors bon, par où commencer? Déjà, parlons des personnages. J'ai rapidement parlé de Rose Tico tout à l'heure, mais pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas pourquoi ce personnage a été pris pour cible par les fans, au point que même l'actrice qui l'incarnait s'en est pris plein la gueule par des abrutis incapables de faire la différence entre la réalité et la fiction. Personnellement, je trouve ce personnage complètement osef. Genre vraiment, elle ne m'inspire absolument rien. Par contre, je trouve sa rencontre avec Finn totalement ridicule. Donc seul leur vaisseau de commandement doit en être équipé. Mais on peut neutraliser un traceur. Oui, et n'importe quelle arme peut être déconnectée par un disjoncteur. Sérieusement, il faut vraiment arrêter ce vieux poncif qui consiste à faire chevaucher les dialogues de deux personnages pour prétexter une soi-disant alchimie entre les deux. On avait déjà ça dans l'épisode 7 entre Rey et Han Solo, et c'était déjà ridicule. J'ai trouvé que c'était une erreur moi aussi, parce que ça tire trop sur l'hyperdrive. Comme quoi finalement Rian Johnson et J.J. Abrams, ils ont au moins ça en commun, c'est déjà pas mal. Alors oui, le personnage de Rose est inintéressant, mais à mon sens, il ne méritait clairement pas d'être considéré comme le pire personnage de cette trilogie. Surtout que dans le même film, on y fait la rencontre de la vice-amiral Holdo. Et alors là, pour le coup, c'est une autre histoire. Vous voyez, ça, pour moi, c'est un personnage détestable. Dès les premières minutes où elle est introduite, le film semble immédiatement chercher à nous la rendre détestable, puisqu'elle renvoie chier Poe Dameron, alors qu'il lui a juste demandé quelles étaient ses directives. Ce que nous allons faire, capitaine? Ce n'est plus commandant, c'est ça? Il me semble que c'est la dernière mesure officielle qu'a prise Leia, après votre attaque d'un cuirassé. Une manœuvre qui nous a coûté notre flotte de bombardiers. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qu'on décide. Mais bien entendu, c'est tout naturel. J'ai eu affaire à beaucoup de pilotes qui avaient la gâchette facile. Des impulsifs, très dangereux. Pas du tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors restez à votre place et faites ce que je vous dirai. Le truc c'est que Poe Dameron fait partie du nouveau trio principal de cette trilogie, donc quand il est présent dans une scène, c'est à lui que le spectateur est censé s'identifier. Du coup, lorsque Holdo le rembarre gratuitement dès leur première rencontre, le film nous la fait immédiatement passer pour une antagoniste. Et oui, logique puisqu'elle s'oppose directement à l'un des personnages principaux. Vous allez peut-être penser que j'exagère, mais ça, c'est que le début. Car une fois aux commandes en attendant le retour de Leia, tous les membres de la Résistance attendent ses ordres pour savoir ce qu'ils doivent faire face à la flotte du Premier Ordre qui commence à les canarder de plus en plus fort. Or, il se trouve que la vice-amiral Holdo ne donne aucune directive. Donc forcément, Poe vient gueuler un coup histoire de la secouer un peu pour savoir si elle a au moins un plan. Elle ne dit rien, mais Poe constate qu'elle commence à faire le plein des navettes de secours. Il en déduit donc tout naturellement qu'elle cherche tout simplement à déserter. Là encore, elle ne dit toujours rien et se contente de le dégager. Mais évidemment, Poe, il va pas laisser passer ça, du coup il provoque une mutinerie contre la vice-amirale. Mais heureusement, Leia finit par se réveiller et explique à Poe que Holdo ne souhaitait pas déserter, mais avait en réalité prévu de se servir des navettes pour atteindre la planète Krayt, sur laquelle se trouve une ancienne base rebelle. Et en entendant ce plan, Poe se calme enfin et accepte cette décision sans rechigner. Et alors, là tout de suite, j'ai une question qui me démange. Pourquoi Holdo n'a pas expliqué son plan dès le départ ? Sérieusement, pendant tout son commandement, elle n'a absolument rien dit, elle avait 1000 occasions de simplement dire son plan à Poe, qui réclamait des explications depuis le départ, mais au lieu de ça, elle est restée silencieuse du début à la fin, alors que si elle avait expliqué son plan, elle aurait évité une mutinerie. Alors vraiment, je pose la question, pourquoi ? Pourquoi n'a-t-elle rien dit, puisque visiblement, dès que Poe a su quel était le plan, il l'a immédiatement compris et accepté, ce qui prouve bien qu'elle avait juste à le dire depuis le début pour éviter tout ce bordel. Alors pourquoi ? Certains pourraient peut-être me dire que c'est par précaution au cas où Poe serait un traître, sauf qu'en faisant ça, c'est elle qui passe pour une traître. Du coup, forcément que derrière ça déclenche une mutinerie contre elle. Et puis à partir de là, autant se méfier de n'importe quel membre de la Résistance et ne faire confiance à personne. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est son rôle de donner des directives à ses subordonnés. Et puis quand bien même, au moment où l'équipage se ligue contre toi, dans le doute, c'est peut-être le bon moment pour expliquer quelles sont tes véritables intentions que tu caches sans raison depuis le départ, non ? Enfin, je sais pas... Non vraiment, je vous assure qu'il n'y a aucune raison valable pour que Holdo ne dise rien à Poe. Ça n'a juste aucun sens. Enfin si, bien sûr, la seule raison, elle est scénaristique, puisque toute cette séquence sert uniquement à faire croire au spectateur que ce personnage est un traître. Sauf qu'une fois qu'elle se révèle ne pas l'être, bah on ne comprend juste pas pourquoi elle s'est comportée comme telle.
Ah oui, et le pire, c'est qu'une fois qu'elle retrouve Leia, elle ose dire ça en parlant de Poe. Quelle forte tête. Je l'adore. Mais attends, tu viens de le pousser à bout jusqu'à le faire se liguer contre toi, et tu oses faire genre que tu l'adores juste pour faire bonne figure devant Leia? C'est que même quand elle se révèle du bon côté, elle arrive toujours à être insupportable. Ce personnage est vraiment stupéfiant. D'ailleurs, au passage, je ne comprends pas non plus en quoi le fait de fuir à bord des navettes pendant que le Premier Ordre vous a en ligne de mire est censé être un bon plan. Genre, les méchants, ils sont capables de concentrer tous leurs tirs sur votre croiseur amiral, par contre, les navettes qui en sortent, là, ils peuvent rien faire. Ok, soit, si vous le dites. Alors oui, je ne comprends vraiment pas comment Rose a pu être la cible d'autant de critiques virulentes, alors que la vice-amirale Holdo est de loin le personnage le plus absurde et mal écrit de toute cette trilogie. À mon avis, le fait qu'elle soit jouée par Laura Dern a dû influencer le jugement de certains spectateurs. Parce que j'en ai même vu qui défendaient la position de Holdo dans cette séquence, préférant condamner le comportement de Poe, alors que sérieusement, ça me semble pourtant assez clair que la faute revient au mutisme légendaire de la vice-amirale. Vu qu'on a évoqué Leia tout à l'heure, je crois qu'il est temps de parler de cette abomination. Alors oui, cette scène a beaucoup fait réagir à l'époque de la sortie du film, mais pas toujours pour les bonnes raisons. En effet, beaucoup ont critiqué le fait que Leia utilise la Force, alors qu'on ne l'a jamais vue apprendre à la maîtriser. Alors effectivement, dans les films, on ne l'a jamais vue maîtriser la Force, mais c'est uniquement parce qu'il y a une ellipse de 30 ans entre les deux trilogies en fait. Bah oui, je rappelle que c'est dans l'épisode 6 que Leia apprend qu'elle est en réalité une Skywalker, et que par conséquent, elle est tout à fait apte à maîtriser la Force au même titre que Luke. Alors en toute logique, on imagine bien qu'en 30 ans, elle s'est pas tourné les pouces pendant que son frère faisait des dingueries avec la Force de son côté. Même si effectivement l'épisode 7 nous montrait principalement le côté leader de la résistance du personnage, mais ça c'était surtout parce que J.J. Abrams voulait absolument revenir au même statu quo que dans la trilogie originale. Perso, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi 30 ans après, Han Solo est redevenu contrebandier, ou pourquoi il n'y a plus aucun Jedi, alors que Luke était censé former une nouvelle génération. Du coup, oui, bien sûr que Leia peut maîtriser la Force, c'est juste évident quand on sait que c'est une Skywalker, et qu'elle a eu des années pour s'y entraîner. Bon par contre, si vraiment c'est le cas, et si en plus le film nous le montre de manière si ostentatoire, la question que je me pose c'est, pourquoi Luke est désigné comme étant le dernier Jedi? Pourquoi c'est lui le dernier espoir de la galaxie, alors qu'au final, Leia, elle a tout autant de pouvoir que lui? Surtout que dans l'épisode 9, on voit bien que Luke ne lui a pas seulement enseigné les pouvoirs de la Force, mais également la maîtrise du sabre, au point qu'il se fasse battre par sa sœur en entraînement. Et d'ailleurs, sans vouloir trop me lancer sur des sujets épineux, pour une société de production qui se veut progressiste et particulièrement féministe, faire en sorte que Leia repose tous ses espoirs sur son frère, alors qu'elle aussi a une parfaite maîtrise de la Force et du combat au sabre, et en voyant même Rey partir à sa recherche, c'est un peu limite je trouve. Bon, en tout cas, si le fait que Leia maîtrise la Force ne me choque absolument pas, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fameuse scène? Eh bien, à mon sens, deux choses. D'abord, la première, la plus évidente, cette scène est juste extrêmement moche. Je veux dire, sérieusement, ce corps qui translate comme un magnète sur un frigo tout en restant stoïque, je suis désolé, mais ça rend juste pas bien du tout. Même les films Superman des années 70 faisaient mieux, c'est dire. La deuxième raison est un peu plus pragmatique. En effet, il se trouve que, exposé au vide de l'espace, un corps humain ne survit pas plus d'une quinzaine de secondes. Autrement dit, dans la réalité, Leia n'aurait eu aucune chance de s'en sortir vivante. Alors je sais très bien ce que certains vont me dire. Oui, je sais, tout le monde ne passe pas son temps à lire des articles scientifiques, et de toute façon, on s'en fout car c'est de la fiction. Mais personnellement, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Parce que oui, certes, Star Wars ne cherche pas spécialement à coller à une certaine réalité scientifique. En revanche, c'est un univers qui se veut crédible. Du coup, le vrai problème de cette scène, c'est qu'elle flirte avec la suspension d'incrédulité. Pour le dire autrement, dans l'inconscient collectif, un être humain ne peut pas survivre dans l'espace. Et ça, pas la peine de lire des articles scientifiques pour en avoir conscience. C'est quelque chose qui se sait presque instinctivement finalement. Du coup, forcément, lorsque l'on découvre cette scène pour la première fois, ça nous paraît étrange, à la limite du crédible. Personnellement, j'ai eu ce même sentiment lorsque j'ai vu les Gardiens de la Galaxie qui, attention spoiler, avaient une scène un peu similaire. Et oui, je sais que Rian Johnson a tenté de justifier ça en interview à base de bulles de force ou je ne sais trop quoi, mais c'est toujours le même problème avec ce genre d'intervention, si tu veux que cette justification fasse partie de ton film, bah explique-le dans ton film, c'est aussi simple que ça. Bon, évidemment, je peux tout à fait comprendre que l'on puisse voir ça comme du pinaillage, mais je me devais de revenir là-dessus, ne serait-ce que pour rigoler un bon coup en revoyant la scène.
Après avoir parlé du leader de la Résistance, parlons un peu de celui du Premier Ordre. Le fameux suprême leader Snoke, que J.J. Abrams avait très probablement introduit pour en faire le boss final de cette trilogie, avant que Rian Johnson n'en décide autrement. Alors je dois dire une chose, j'aime plutôt bien l'idée de faire mourir Snoke dès le 2e épisode. Bah oui, comme je l'ai longuement expliqué plus tôt, c'est totalement cohérent avec le parti pris de Rian Johnson dans ce film, à savoir casser le schéma établi par J.J. Abrams. L'épisode 7 d'Abrams était bien trop téléphoné et tellement calqué sur le premier Star Wars qu'on avait déjà tous compris que Snoke était un équivalent Echo Plus de l'empereur Palpatine. Du coup, en éliminant son boss final dès le 2e épisode de la trilogie, Rian Johnson est parvenu à créer l'inattendu. Encore une fois, l'exact opposé de ce qu'avait fait son prédécesseur. En revanche, le vrai problème de cette décision, mais qui est plus dû au mode opératoire de Disney qu'à Rian Johnson lui-même, c'est que du coup, l'épisode d'après se retrouve sans antagoniste. Et alors ça c'est pour tous ceux qui ont commenté ma vidéo sur l'épisode 7 en me disant que oui bien sûr que Kylo Ren est ridicule et pathétique mais c'est fait exprès. Bah oui je sais bien que c'est fait exprès, c'est justement ça le problème. Parce que c'est bien beau de vouloir faire un antagoniste faussement méchant et volontairement pathétique, mais lorsque le gars en charge de l'épisode 8 décide de tuer ton boss final, bah tu te retrouves avec ton faux méchant ridicule comme seule et unique menace dans le dernier film de la trilogie. Et c'est pour ça que J.J. Abrams s'est senti obligé de ramener Palpatine pour son épisode 9. Privé de son boss final qu'il avait soigneusement introduit dans son premier film, il n'a pas eu d'autre choix que de ressusciter l'ancien antagoniste de la saga, histoire de ramener une réelle menace un peu plus crédible que simplement Kylo Lemo. Parce que ok, je veux bien reconnaître que Kylo Ren est un peu moins ridicule dans le film de Rian Johnson, en revanche, son indécision face au côté obscur, elle est toujours bien présente. On le voit tout particulièrement lorsqu'il ne parvient pas à tirer sur le vaisseau ennemi parce qu'il y ressent la présence de sa mère. Du coup, il était assez évident que le destin de ce personnage allait plutôt vers la rédemption. Donc partant de cet état de fait, difficile d'en faire un boss final pour le dernier film. Malgré tout, je maintiens que faire mourir Snoke n'était pas fondamentalement une mauvaise idée. Il aurait juste fallu anticiper la suite en parallèle. Par exemple, le script abandonné de l'épisode 9 écrit par Colin Trevorrow introduisait un seigneur Sith du nom de Tor Valum qui aurait plus ou moins pu combler le vide laissé par la mort de Snoke. Et bien si les différents scénaristes avaient vraiment travaillé ensemble, ils auraient pu introduire ce personnage dès l'épisode 8. Ou alors, une autre idée, si Rian Johnson avait ramené les Chevaliers de Ren dans son épisode 8, il aurait pu faire en sorte que, une fois Snoke éliminé, ce soit eux qui se révèlent être les véritables antagonistes. Une théorie de fan voulait même que les Chevaliers de Ren soient les anciens apprentis de Luke ayant rejoint le côté obscur. Ça aurait été vraiment intéressant, plutôt que d'en faire de simples sbires à la limite de la figuration dans l'épisode 9. Mais là encore, je m'égare sur le mauvais film. Après évidemment, je ne suis pas scénariste, mais ce sont juste quelques idées qui, si elles avaient été mises en place, auraient pu éviter une résurrection improbable de Palpatine. Maintenant, à vous de voir ce que vous auriez préféré. D'ailleurs, j'ai longuement parlé de la mort de Snoke et de ses conséquences, mais au final je n'ai même pas encore évoqué la scène en elle-même, qui aura elle aussi généré son lot de controverses. Parce qu'effectivement, pour un personnage que l'on nous présente comme badass et très puissant, il faut reconnaître que sa mort est pas mal ridicule. Le type est censé être un chef des méchants très puissant, et forcément, puisque c'est un personnage d'abord amené par J.J. Abrams, il n'est au final qu'un clone de Palpatine, littéralement d'ailleurs, puisque dans l'épisode 9, Abrams s'est carrément servi de cette excuse pour apporter une origine au personnage, et le lier comme il pouvait au retour de l'empereur. Snoke est donc tellement puissant qu'apparemment il peut lire très précisément les pensées et surtout les intentions de Kylo Ren, mais au moment où ce dernier fait pivoter le sabre juste à côté de lui, là bizarrement il ne le ressent absolument pas et se fait buter de la manière la plus absurde qui soit. Bon alors ok, je veux bien admettre que en vrai, la scène est assez cool, surtout la première fois quand tu t'y attends pas, mais quand bien même, comment il a pu pénétrer dans l'esprit de Kylo Ren sans voir ses véritables intentions? Non et puis bon, il aurait pu tout simplement entendre le bruit du sabre bouger à côté de lui. Et le pire c'est que là encore, et c'est définitivement ça le plus frustrant avec ce film, en réalité ça aurait très facilement pu être amélioré. Il suffisait de faire en sorte que Snoke s'aperçoive du mouvement du sabre une fraction de seconde avant que Kylo l'enclenche, et la scène aurait été, selon moi, bien meilleure. De cette manière, Snoke se serait bel et bien rendu compte de ce qui se passait à côté de lui, mais une fraction de seconde trop tard. Ainsi, son échec aurait été beaucoup moins ridicule, et sa puissance beaucoup moins remise en question. Vous voyez, c'est ça le principal problème de ce film. Il a pas mal de bonnes idées, mais elles ne sont pas toujours très bien exploitées, et bien souvent, il suffirait de pas grand chose pour améliorer les quelques imperfections. Et puis à l'inverse, parfois, je me demande vraiment ce qui a pu passer par la tête de Rian Johnson et son équipe.
Il y a un aspect de ce film qui a très rarement été abordé dans les diverses critiques que j'ai pu voir, et qui pourtant aura probablement grandement influencé mon appréciation de cet épisode 8. Cet aspect, c'est la manière dont a été reproduit l'univers de la saga. En fait, je me suis longtemps demandé pourquoi, en revoyant les films qui constituent la postlogie, et tout particulièrement l'épisode 8, je n'avais aucunement la sensation de regarder du Star Wars. Genre vraiment, jusqu'à présent, j'avais toujours eu du mal à l'expliquer, mais quand je regarde The Last Jedi, j'ai pas l'impression d'être dans l'univers de Star Wars. Pourtant, je vois bien qu'il y a les mêmes acteurs que dans la trilogie originale, je vois bien qu'il y a des sabres laser, des X-Wing, des TIE Fighters et des batailles spatiales, mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas sur moi. Alors si, ok, j'admets qu'il y a une séquence dans le film qui me fait beaucoup plus d'effet comparé au reste, c'est la bataille de Krayt que je trouve globalement plutôt réussie et qui est visuellement très stylée. Mais en dehors de ça, l'univers de ces films me paraît tout sauf familier. Du coup, j'ai essayé de comprendre quelle pouvait être la cause de ce sentiment étrange, et je pense avoir trouvé un élément de réponse. Si on met de côté la bataille de Krayt, je trouve que l'univers n'y est pas suffisamment bien retranscrit. C'était déjà une critique que l'on pouvait faire au Réveil de la Force, mais par exemple, il y a assez peu de créatures extraterrestres comparé aux deux précédentes trilogies. Ce qui est paradoxal quand on sait qu'à l'époque de la première, les moyens techniques étaient encore très limités. Pour vous dire à quel point il y a si peu de diversité parmi les aliens de la postlogie, il y a une race qui a été créée pour l'épisode 7 que depuis on retrouve absolument partout, que ce soit dans les films ou dans les paramédias. Mais bon, j'admets que ça reste toujours plus créatif que de se contenter de filer une perruque mauve à une actrice pour lui donner un côté plus extraterrestre. Typiquement, toute la séquence au casino m'a toujours semblé étrange et en total décalage avec l'univers que l'on est censé connaître. Alors certes, c'est un lieu principalement destiné aux personnes riches, ce qui explique cette ambiance très luxuriante et lumineuse, et même s'il y a quelques costumes plutôt réussis, on constate assez vite que l'endroit est majoritairement constitué d'êtres humains, tout ce qu'il y a de plus normaux. Franchement, on dirait presque qu'ils ont manqué de budget, alors que bon, c'est Disney quoi. À moins que ce soit plutôt dû à un manque de temps, étant donné le rythme très soutenu qu'ils se sont imposés. Évidemment, ça ne se limite pas seulement à ça. Certains éléments de décor me paraissent également étranges, trop contemporains, trop terriens. Par exemple, toujours dans ce même casino, à un moment on y voit carrément un homme faire sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Sérieusement, du champagne! Une bouteille de champagne dans Star Wars! J'ai presque l'impression de regarder le Holiday Special là, je vous jure. Dans une autre scène, on peut même y voir une gourde en inox chopée à Decathlon. Alors ok, je vous l'accorde, c'est pas le plus choquant. Par contre, ce que j'ai eu beaucoup plus de mal à accepter, c'est ça. Ok, donc un fer à repasser dans Star Wars. Je vous parlais du Holiday Special, mais à ce niveau-là, on est carrément sur du Spaceballs. Je sais que vous allez me prendre pour un taré monomaniaque, mais je ne supporte pas cette scène. Que vient faire un fer à repasser dans un film Star Wars? Alors ok, j'ai bien compris la vanne de faire croire que c'est un vaisseau, et puis en fait non, mais une fois la surprise passée, la seule question que j'ai en tête c'est « Que vient foutre un fer à repasser dans Star Wars ?» Je vous assure que c'est bien plus important que ça en a l'air, car il ne faut pas oublier que si l'univers de Star Wars fonctionne si bien, c'est avant tout grâce au dépaysement total qu'il parvient à nous procurer. L'univers de Star Wars a cette particularité de n'avoir quasiment rien en commun avec notre monde à nous. Certes, on y trouve des êtres humains qui portent des vêtements, qui semblent se nourrir et boire dans des verres tout comme nous, mais en dehors de ça, absolument tout nous sépare de cet univers. Et c'est pour ça qu'il fonctionne si bien sur l'imaginaire. Tiens, par exemple, c'est l'un des rares univers de science-fiction dans lequel la Terre y est complètement absente. Enfin bon, ça c'était avant que Disney décide d'introduire la Terre dans leur nouveau canon pour pouvoir attirer le public dans leur parc d'attractions. Décidément, je vous assure que je ne suis pourtant pas un anti-Disney, mais il y a certaines de leurs décisions avec lesquelles j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais alors du coup, vous voulez me faire croire que Star Wars est un univers dans lequel on y trouve des droïdes et des vaisseaux spatiaux, mais par contre ils ont des fers à repasser en tout point identiques aux nôtres. Je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal à encaisser ça. Et je sais très bien qu'on va me dire que je pinaille sur des détails sans importance, mais à partir du moment où tu rajoutes du champagne et des fers à repasser dans Star Wars, tu en retires une grande partie de son dépaysement total qui a fait le succès de cet univers. Et vous savez ce que c'est le pire avec cette scène du fer à repasser? C'est que je suis convaincu que si c'était George Lucas qui avait fait cette super blague dans sa prélogie, tout le monde se serait foutu de sa gueule en l'accusant une nouvelle fois d'avoir voulu édulcorer la saga avec son humour bas du front. Mais bizarrement, quand c'est Rian Johnson, au mieux on préfère oublier l'existence de cette scène, et au pire on prétend que c'est un génie incompris. Vous savez, certains fans de la postlogie ont tendance à dénigrer le succès de Rogue One ou The Mandalorian, en prétextant qu'il est principalement dû à leur fanservice, et à leur ambiance qui se voudrait faussement dark. Mais si vous voulez mon avis, la raison en est tout autre. Si ces œuvres ont bien plus fait l'unanimité auprès du public comparé à la postlogie, c'est parce qu'ils ont su parfaitement reproduire l'ambiance si particulière de la trilogie originale.
C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre ceux qui considèrent The Last Jedi comme le meilleur Star Wars de la saga. Un film qui, à mes yeux, n'a rien d'un Star Wars. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est le seul film de la saga principale qui ne contient aucun combat de sabre laser. Parce que, ok, il y a bien la scène de Rey et Kylo dans la salle du trône, mais ils ne font que combattre chacun de leur côté des sbires random. Il y a aussi l'affrontement entre Kylo Ren et Luke, sauf qu'ils ne s'échangent aucun coup, puisque le corps de Luke n'est en fait qu'une projection astrale. Alors oui, ce film que beaucoup considèrent comme le meilleur Star Wars de tous les temps, est en fait le seul Star Wars dans lequel il n'y a aucun véritable combat de sabre laser. Évidemment, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, et je suis sûr que ceux qui ont tant aimé ce film auront de très bonnes raisons à me donner. Mais personnellement, c'est une opinion que j'ai encore beaucoup de mal à comprendre, car j'ai encore beaucoup de mal à le considérer comme un authentique film Star Wars. Maintenant que j'ai passé une bonne partie de la vidéo à exprimer mon désamour envers ce film, il est temps de faire plaisir aux 3 fans de la postlogie qui ont eu le courage de la regarder jusqu'ici. Car oui, si de mon côté il est certain qu'il ne fera jamais partie de mes Star Wars préférés, je ne peux pas m'empêcher d'y voir tout de même quelques qualités qui me font dire que Rian Johnson aurait pu accoucher d'un bien meilleur film si le résultat final n'était pas entaché par tant de défauts. Mais d'abord, je tiens à désamorcer quelques critiques que j'ai toujours trouvées un peu abusives, et notamment une en particulier que j'ai beaucoup vu passer dans les commentaires de ma précédente vidéo. Non, The Last Jedi n'est pas un remake de l'Empire contre-attaque, comme l'était le Réveil de la Force avec le premier Star Wars. Ça va sûrement paraître absurde pour certains, mais je vous assure que c'est une critique que j'ai vue assez souvent revenir. Et c'est pas parce que j'ai été particulièrement insistant sur cet aspect dans ma vidéo sur l'épisode 7 que je vais refaire pareil sur celle-ci. Non, parce que, ok, il y a bien quelques séquences que l'on pourrait effectivement mettre en parallèle, comme l'entraînement de Rey sur Ahch-To avec celui de Luke sur Dagobah, et la bataille de Krayt, qui est un hommage assez évident à la bataille de Hoth. Mais en dehors de ces 2 séquences-là, je vous souhaite bon courage pour trouver d'autres similitudes. Et de toute façon, dans l'Empire contre-attaque, la bataille de Hoth se déroule au début du film, tandis que celle de Krayt se situe à la fin. Donc vraiment, à ce stade, il faut vraiment le faire exprès pour y voir un remake déguisé. Une autre critique qui est souvent ressortie, c'est cette fameuse propagande végane dont le film serait soi-disant imprégné. Alors soyons clairs, personnellement je ne pense pas du tout qu'il y ait une quelconque propagande végane dans ce film. Déjà, pour commencer, a priori Rian Johnson lui-même n'est même pas vegan. Alors pourquoi il aurait voulu transmettre une morale antispéciste dans son film? Ou alors il n'en a juste jamais parlé publiquement, mais ça me paraît étrange pour un gars qui en aurait soi-disant fait de la propagande. Du coup, on pourrait se dire que cette prise de position a pu être imposée par Disney, ou en tout cas par une autorité supérieure à Rian Johnson. Sauf que là encore, ça ressemble beaucoup trop à une théorie du complot pour que ça soit crédible. Je veux dire, le but de Disney c'est de plaire au grand public, donc au plus grand nombre de personnes possible. Or, la communauté végane est encore nettement minoritaire. Du coup, quel serait l'intérêt pour eux de propager une idéologie clivante dans leur film dont ils espèrent un succès critique et financier manifeste? Je pense que la réponse se trouve plutôt dans les scènes incriminées. Non, parce que déjà ce que certains ont considéré comme de la propagande se résume en réalité à 2 scènes. La première, c'est celle où Chewie n'ose pas manger un porg parce que l'un d'entre eux le regarde d'un air triste et adorable. Déjà, personnellement, quand j'ai vu cette scène, j'y ai juste vu une blague sur le fait que les porgs sont mignons, parce que c'est ce que font absolument toutes les scènes qui contiennent des porgs en fait. Genre, sérieusement, les porgs ne sont qu'un comic relief basé sur leur apparence mignonne. Cette scène où Chewie n'ose plus manger de porg est juste une énième blague basée sur le même ressort comique que toutes les autres. Ça me paraît réellement exagéré de parler ici de propagande végane. Et concernant tous ceux qui ont prétendu que Chewie ne devrait pas réagir de cette manière car c'est une bête sauvage, et que par conséquent il devrait se contenter de dévorer tout ce qui passe sans être affecté par l'apparence mignonne d'une créature, eh bien sachez que vous sous-estimez grandement le personnage de Chewbacca. Les Wookiees ont une apparence de bête sauvage, mais c'est uniquement une apparence. En dehors de ça, ils sont parfaitement conscients et intelligents. Ils ont même leur propre technologie et sont en capacité de piloter des vaisseaux. La preuve, Chewbacca est le copilote de Han Solo. Ce n'est pas parce qu'ils ont une fourrure et que leur langage ressemble à des rugissements que ce sont des bêtes sauvages pas plus malins que des ours. C'est d'ailleurs à cause de ce genre d'a priori primaire que dans le lore de Star Wars, les Wookiees ont souvent été réduits en esclavage. Alors oui, Chewbacca peut très bien trouver un porg mignon au point d'en avoir l'appétit coupé. Ce n'est pas une bête sans cœur et sans émotion, c'est un personnage à part entière de la saga, au même titre que tous les autres. La deuxième séquence qui en aura fait râler certains, c'est le moment où Rose et Finn libèrent ces sortes de chevaux à tête de lapin.
Là encore, certains ont pris cet acte comme une prise de position évidente visant à satisfaire le public vegan. Alors qu'à mon sens, il y a 2 raisons qui expliquent cette volonté soudaine des personnages de vouloir libérer ces créatures. Et la première, elle est très simple, ce sont des créatures torturées, et torturer des êtres vivants, bah c'est pas très sympa. Et ça, c'est pas du véganisme, hein, c'est juste du bon sens. La deuxième raison, à mon avis, elle est surtout extra-diégétique. Je pense que Rian Johnson et son équipe voulaient tout simplement faire une séquence de course-poursuite à ce moment du film. Ils ont donc créé ces créatures semblables à des chevaux, histoire de faire quelque chose d'assez original et plutôt rare dans la saga. Du coup, il fallait bien justifier leur présence à ce moment du script. Je pense que c'est aussi simple que ça. Par contre, j'ai aucune explication pour justifier le fait qu'ils n'en ont même pas profité pour libérer les enfants esclaves. Mais bon, je vous rappelle qu'à la base, je suis pas là pour défendre ce film non plus. Enfin, il est temps de parler de ce qui aura probablement le plus divisé les fans au sein de cette postlogie. Je parle bien entendu du traitement de Luke dans The Last Jedi. Autant vous le dire tout de suite, à partir de maintenant, je vais probablement en décevoir beaucoup d'entre vous, parce qu'effectivement, la manière dont a été traité le personnage de Luke Skywalker dans ce film ne m'a absolument pas choqué, et plus j'y repense, plus je la trouve extrêmement logique en fait. Et avant de m'insulter en commentaire, laissez-moi vous expliquer mon point de vue sur la question. Déjà, il est intéressant de savoir que cette image d'un Luke Skywalker fermé à la Force et isolé sur sa planète tel un ermite, à la base, c'est une idée de George Lucas. En effet, il faut savoir que le bonhomme avait déjà couché sur papier quelques idées pour une potentielle future suite à sa saga cinématographique, qui se sont par la suite retrouvées sur le bureau de Lucasfilm lors de leur rachat par Disney. Et a priori, ce destin sinistre qu'a subi Luke Skywalker est la seule idée de Lucas qui aura finalement été conservée par Disney pour sa trilogie. Alors vous faites ce que vous voulez de cette information, bien sûr, mais étant donné que les anti-postlogies ont souvent tendance à être également des pro-Lucas, il me semblait important de le préciser. Mais évidemment, ce n'est pas la seule raison qui me fait apprécier cet aspect du personnage. En fait, lorsque l'on regarde le parcours de Luke, il me paraît limpide que son destin ne pouvait en être autrement. Luke Skywalker est le seul Jedi connu de la saga à avoir appris à maîtriser la Force aussi tardivement. Y a qu'à voir à quel âge il commence à l'enseigner dans la prélogie. Même Anakin, qui était soi-disant trop vieux pour commencer sa formation, était pourtant encore un enfant. Luke, quant à lui, a commencé sa formation âgé d'une vingtaine d'années. Il est donc tout naturel que son lien avec la Force soit si fragile, au point qu'il se soit carrément détourné du droit chemin, sans pour autant basculer vers le côté obscur, car il sait mieux que personne ce que cela pourrait engendrer. Non et puis bon, il faut pas oublier qu'il se passe une trentaine d'années entre le retour du Jedi et les événements de la postlogie. C'est normal qu'après tout ce temps, le Luke Skywalker que l'on a connu ne ressemble plus au Jedi badass qu'il était à l'époque. Est-ce que vous savez comment vous serez dans 30 ans, vous? Non? Bah voilà. Tout le monde est amené à changer au cours de sa vie, et c'est cette idée qu'a voulu transmettre Rian Johnson dans son film. Mais il y a autre chose concernant Luke qui en aura choqué plus d'un au cours de cet épisode, c'est son fameux pouvoir de projection astrale, pour le moins surprenant et surtout inédit dans la saga. Alors il est vrai que Rian Johnson a eu une approche très particulière de la Force, que l'on avait déjà pu constater avec ses fameuses conversations Skype via la Force entre Kylo et Rey. Et forcément, dès qu'on introduit une nouveauté dans l'univers, ça déplaît à certains fans, alors qu'en l'occurrence là, c'est surtout une évolution de la communication télépathique que l'on avait déjà eu l'occasion de voir dans l'Empire contre-attaque par exemple. Mais du coup, Luke de son côté, il est effectivement parvenu à projeter une image de lui sur une planète à l'autre bout de la galaxie. Et je vous avoue que la première fois que j'ai vu ça, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais finalement, quand j'y réfléchis, je me rends compte que ça a été suffisamment bien amené pour que je puisse l'accepter sans trop de difficultés. Déjà parce que ça a donné lieu à une scène plutôt cool entre Kylo Ren et Luke. Je veux dire, pour ceux qui voulaient voir un Luke Skywalker badass, bah voilà, vous l'avez eu finalement. Mais surtout, il faut bien comprendre que ça n'a pas été introduit comme un nouveau pouvoir que désormais n'importe quel Jedi sera en mesure d'utiliser quand il le souhaitera. Non, pas du tout. Dans cette séquence du film, Luke Skywalker utilise la totalité de sa force vitale pour pouvoir projeter une image de lui à l'autre bout de la galaxie. Autrement dit, ce n'est pas un pouvoir random faisant partie de l'attirail de n'importe quel Jedi. C'est une capacité à utiliser en dernier recours qui conduit inévitablement à la mort. Personnellement, il y a une notion d'échange équivalent que j'aime beaucoup. Certes, cette capacité peut sembler démesurée, mais elle n'est pas gratuite et implique de donner sa vie. Maintenant, je voudrais juste faire une petite parenthèse de gros nerd de tatillon et parler un peu de la scène de la mort de Luke. Personnellement, je l'ai trouvée assez touchante, surtout avec sa référence au double soleil de Tatooine, plutôt bien pensée. Mais j'avais vu passer une critique je sais plus trop où, qui expliquait que la raison pour laquelle Tatooine a 2 soleils, c'est parce que c'est une planète désertique au climat très chaud. Or, c'est tout l'inverse d'Acto, la planète sur laquelle se trouve Luke dans The Last Jedi, qui pour le coup est une planète océanique. Par conséquent, les 2 soleils que l'on peut apercevoir lors de la mort de Luke n'ont absolument aucune raison d'être ici. Bon, je l'avoue, c'est vraiment une réflexion de pur nerd, mais force est d'admettre que c'est quand même assez pertinent, et ça montre une nouvelle fois que Disney a vraiment du mal à rendre son univers consistant.
Bon, comme il est temps d'en finir avec cette vidéo déjà beaucoup trop longue, je vais terminer en citant quelques détails en vrac qui m'ont semblé globalement réussis dans cet épisode 8. J'aime beaucoup le personnage de Benicio del Toro, qui a un charisme naturel assez extraordinaire, et qui a le mérite de ne pas être un personnage purement manichéen. Là encore, je vais me faire des ennemis, mais j'ai vraiment rien contre les porgs. Contrairement à ce qui a été beaucoup dit, ils sont loin d'être omniprésents dans le film, et de toute façon, c'est pas le premier Star Wars dans lequel on voit apparaître des créatures mignonnes, uniquement là pour vendre des jouets. Je trouve très intéressant d'avoir fait en sorte que Rey ne soit en réalité la fille de personne. Pas seulement parce que ça semble aller à l'encontre de la vision de J.J. Abrams, mais surtout parce que ça ajoute un aspect universel et identifiable à cette grande aventure qu'est Star Wars. Car ce n'est pas parce que les films de la saga principale se sont toujours contentés de raconter l'histoire des Skywalker que ça doit forcément être toujours le cas. Faire de Rey une personne lambda sans aucun héritage est le meilleur moyen de faire comprendre aux jeunes générations que n'importe qui peut être le héros de l'histoire. Enfin ça c'était avant que J.J. Abrams décide de tout gâcher en faisant de Rey une Palpatine dans son épisode 9. Bravo J.J., hein, bien joué. On peut reprocher beaucoup de choses à ce film, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait tout au long de cette vidéo, mais s'il y a bien une chose qui est indéniablement réussie, c'est son esthétique rigoureusement travaillée. La bataille finale sur Krayt que j'ai déjà souvent évoquée en est le meilleur exemple. Et c'est probablement ce que je retiendrai le plus de ce film. C'est la seule séquence de l'épisode de Rian Johnson, voire même de toute la postlogie, qui me donne vraiment l'impression de replonger dans l'univers de Star Wars l'espace d'un instant. Alors certes, on est ici sur un hommage évident et assumé de la bataille de Hoth, avec ses AT-AT et sa planète blanche, mais on ne peut pas non plus parler d'une véritable copie conforme, puisque contrairement aux planètes du film de J.J. Abrams, ici ce n'est pas de la neige, la couleur blanche n'étant en fait qu'une fine couche de sel recouvrant la surface, qui, une fois retirée, dévoile un sol rougeâtre, donnant lieu à des scènes bourrées de véritables trouvailles visuelles. Car oui, si je tiens souvent à exprimer mon mécontentement face à la trilogie de Disney, il me paraît tout aussi important de notifier ce qui a indéniablement été réussi. Alors au final, que penser de cet épisode 8 ? Eh bien personnellement, je ne peux pas m'empêcher de le voir comme un énorme gâchis de bonnes idées. Car oui, j'ai probablement dû en décevoir certains, mais je reste convaincu que Rian Johnson avait de très bons ingrédients de base pour pouvoir en faire un bon film. Si on jette un œil à la postlogie dans son ensemble, on se rend compte que l'épisode 7 n'est qu'une copie conforme du premier Star Wars, tandis que l'épisode 9 est une conclusion bancale, rafistolée avec un Palpatine ressuscité et quelques bouts de ficelle. De fait, l'épisode 8 est le seul de cette trilogie qui semble véritablement proposer des idées, des nouveautés, des concepts. En somme, tout ce que les deux autres opus n'ont pas su apporter. Hélas, ça n'a pas suffi à faire un bon film pour autant. Un univers peu reconnaissable, des scènes complètement lunaires, des personnages inutiles voire détestables, et cette destruction perpétuelle qui nous laisse penser qu'aucune suite n'était réalisable après cette histoire. Et puis dans tous les cas, même si Rian Johnson était parvenu à faire un bien meilleur film avec toutes ses bonnes idées, on se serait de toute façon retrouvé avec une trilogie difforme à cause d'un deuxième épisode qui renie délibérément tout ce que le premier a mis en place. La faute à deux visions de réalisateurs radicalement opposées. Mais il y a une chose que j'aimerais rajouter à propos de ce film. Généralement, j'ai tendance à me baser sur des éléments concrets pour argumenter mon point de vue. Mais j'aimerais anticiper tous ceux qui ont l'habitude de commenter des trucs du genre « Arrête de chercher des défauts au film, tu peux pas juste essayer de le kiffer et arrêter de te prendre la tête ?» Eh bien sachez que non, je ne peux pas. En effet, lorsque je regarde The Last Jedi, je me rends très vite compte que ce film ne fonctionne pas sur moi. Je ne suis pas du tout attaché aux personnages, sans doute à cause d'un épisode 7 que je n'ai pas apprécié, je m'en fous de savoir ce qui va leur arriver, et je ne reconnais de toute façon pas l'univers que j'ai tant aimé étant plus jeune. Alors non, je suis désolé, mais même avec toute la bonne volonté du monde, je suis dans tous les cas incapable d'aimer ce film, j'y peux rien. Et ce, malgré les quelques qualités que je lui reconnais volontiers. Et c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi certains le considèrent comme l'un des meilleurs Star Wars de la saga. Personnellement, j'ai revu les Star Wars de l'ère Lucas des centaines de fois sans jamais me lasser. Oui, même la prélogie parvient à me procurer cette sensation unique qui me fait voyager à travers une galaxie lointaine. The Last Jedi, quant à lui, m'a très vite ennuyé au bout du deuxième visionnage. Et je ne pense pas que la nostalgie soit la seule explication, puisque j'ai immédiatement adopté Rogue One lors de sa sortie, et je suis encore capable de l'apprécier aujourd'hui. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour essayer de comprendre pourquoi ces films ne fonctionnent pas sur moi. Mais bien entendu, je ne vous interdis pas d'avoir votre propre opinion, et je vous invite même à le partager en commentaire. Toutefois, n'oubliez surtout pas de rester tolérant et respectueux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus.